Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 10 décembre 2022 pour lequel j'ai convié sur ce plateau Marcel Zoumenou. Il est le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Il sera face à François-Xavier Noumon, journaliste, chroniqueur politique. Ensemble, nous essayerons de décrypter le discours du président Patrice Talon devant la représentation nationale, un message sur l'état de la nation. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE, de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Akpakpa et Bedjouendé, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Bedjouendé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Marcel Zoumenou. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci d'être là ce matin. C'est pour moi un plaisir. Ouais, je suis très heureux, comblé même, à demi-mot. Bonjour à vous, François-Xavier. Merci d'être là également ce matin. Bonjour Marcel. Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Alors, Marcel Zoumenou, vous êtes professionnel des médias, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune avec son fondé qui était quand même très habitué de ce plateau, en qui j'ai quand même une profonde pensée ce matin. Alors, Marcel Zoumenou, vous avez suivi ce discours sur l'état de la nation du président Patrice Talon. Dites-nous, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui a retenu votre attention après avoir suivi ce discours-là? Et je te remercie. En fait, le discours m'a surpris. Le discours m'a surpris par son positionnement idéologique d'abord. Bon, quand nous parlons de positionnement idéologique, c'est en fait le fondement de la politique gouvernementale. Depuis 2016, j'ai toujours l'impression que la politique du gouvernement actuel, c'est une politique de droite. C'est le chef d'État, homme d'affaires, un ultra-libéral. Et donc, tout ce qu'il a fait jusque-là m'a toujours donné l'impression d'être du capitalisme pur et dur. Mais le discours tenu hier à Porto-Novo, pour moi, c'est un virement à gauche, comme on le dit. C'est un discours de gauche. Et quand vous regardez très bien le discours tel que l'agencement a été fait, il y a eu beaucoup plus d'actions sur le plan social, des choses qui touchent à la vie de l'humain, que d'actions du capitalisme. Et donc, c'est pourquoi il parle d'un revirement idéologique. C'est là ma première surprise. Ma deuxième surprise, c'est que, contrairement aux autres discours sur l'état de la nation, où les chefs d'État se cramponnaient au factuel, en faisant une litanie d'actions menées au cours de l'année, il y a eu des parties où le chef d'État a fait des commentaires sur la conception que les Béninois ont même du social, en disant même que on a l'impression toujours que
quand les actions ne touchent pas directement à soi, on a comme l'impression que rien n'est fait. Et donc, pour moi, c'est les deux grandes nouveautés. Je ne suis pas encore dans les actions. Voilà, je suis en train de voir un peu la forme du discours avant d'entrer dans les actions et dans le fond du discours. Alors, François Xavier, quelle est votre appréciation sommaire de ce discours-là? Je partage en partie ce que mon confrère vient de dire, même si je n'ai jamais considéré que Patrice Talon était ultra-libéral. Libéral, oui, mais pas ultra, parce que si on considère un peu, c'est vrai que quand on voit dans son fonctionnement, chef d'entreprise, il y a des constantes, le travail, il ne faut pas dépenser plus qu'on engrange. Si le privé est plus à même à faire le travail, autant le lui déléguer, parce que quand vous regardez un peu même les grosses entreprises où on a délégué, l'État reste l'actionnaire principal, donc on laisse évidemment une incursion au privé parce qu'on considère qu'ils savent mieux faire le métier, mais je pense que, et quand vous regardez bien, quand vous agrégez un peu toutes les sociétés d'État par exemple, je pense que d'histoire récente, peut-être si on compare aux années 90, l'État n'a jamais été aussi présent dans ces grosses structures, que ce soit la SB2E, le port autonome de Cotonou. C'est vrai qu'il y a une délégation de tout là. Donc je pense que c'est vrai, il a une matrice libérale, mais comme il le dit souvent, c'est-à-dire qu'il faut faire les efforts qu'il faut, après on peut redistribuer. Oui. Et la veille, avec cette rencontre avec les syndicats, l'avant-veille, donnait un peu le ton. Je me rappelle les propos liminaires qui ont été partagés sur les réseaux sociaux avant qu'on ne saisisse la quintessence du discours. Il disait, écoutez, grosso modo, si je veux le paraphraser, c'est que on peut en faire plus, on peut distribuer, mais prenons garde à ne pas, on va dire, en griffe trop dépenser pour ne pas se pénaliser après parce qu'on a des investissements. Donc c'est vrai, c'est une matrice libérale, mais je pense que, et là, peut-être que on sera d'accord, ça explique ce virage un peu plus d'État dans la gestion quotidienne des affaires publiques. L'État prend un peu plus de risques dans la redistribution, et ainsi de suite. C'est vrai que sur la forme, personne ne s'y attendait. Moi, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais aussi à un discours de 7 minutes, 8 minutes. Ça a été un peu plus convivial. Peut-être que la puce, ce qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, c'est comment on appelle le costume du chef de l'État? Non, pas le costume, mais celui du président de l'Assemblée nationale. Peut-être que peut-être que ça aurait mis la puce à l'oreille qu'il y aura quelque chose de différent ce jour. Ça a été totalement différent. On a eu un discours, on va dire en griffe, un discours fleuve, parce que ça a brassé tous les compartiments de notre vie nationale. Oui, donc effectivement, on ne s'y attendait pas. Ça a été un discours surprenant sur beaucoup de plans. Est-ce que Marcel Zoumé, vous étiez également surpris par rapport à la durée de ce discours-là? Tout à fait, comme l'a dit Xavier, était vraiment surpris. D'habitude, il ne nous a pas habitués à ça. Il nous a habitués à des discours un peu plus concis, où il résume les grands axes de sa politique au cours de l'année. Mais cette fois-ci, il est allé en détail. Et donc, moi, sur ce plan, je crois que il a frappé un bon coup. Il a frappé un bon coup parce que, pour beaucoup, on se dit, mais donc, il y avait autant d'actions qui étaient menées sur le plan social. Et puis, pour être honnête avec vous, l'une des reproches qu'on fait au gouvernement actuel, c'est que le gouvernement ne fait rien dans le domaine du social. Il pose beaucoup plus des actions pour faire des réformes, mais en réalité, rien ne touche le Béninois. Et donc, sur ce plan, pour moi, c'est une grosse surprise et je crois qu'il a frappé un bon coup. Mais après avoir suivi ce discours-là, quels sont les temps forts, selon vous? Oui, les temps forts, c'est déjà les propositions qui ont été faites déjà, je crois, la veille, par rapport à la revalorisation salariale sur lesquelles il est revenu. Mais cette fois-ci, il est revenu avec beaucoup plus de précision. Et là, il y a deux aspects que je vois. Le premier aspect, c'est que oui, il y a eu des augmentations qui ont été faites de façon considérable. Mais il y a un autre aspect que beaucoup, depuis hier, ont commencé par dire, c'est que le chef d'État a dévoilé ce qu'on n'avait pas l'habitude de dévoiler. Je me rappelle très bien que tout au début du premier quinquennat du chef d'État, il y avait tout un débat sur les salaires des ministres. Et je crois que l'un des ministres était venu nous dire le salaire, tous les Béninois gardent secret les salaires, on n'a pas l'habitude de dévoiler nos salaires ici. Et donc,
Il a dévoilé des choses et je suppose que ça a beaucoup d'avantages, mais ça aura beaucoup d'inconvénients aussi parce que madame peut dire, mais tu m'as pas dit que tu gagnais autant d'argent. Le chef d'État a dit les choses de façon précise. Et là, cette précision-là, au-delà de... voilà. Des problèmes. Voilà. Au-delà du fait que ça montre effectivement qu'il y a un souci d'améliorer le niveau de vie des gens, moi, il y a une autre préoccupation, c'est que ça puisse aller au-delà de ça et que tous les autres fonctionnaires, ceux qui ont des postes de responsabilité, qui puissent avoir la même transparence autour de leur salaire et qu'on sache réellement ce que tout le monde gagne. Deuxième aspect du discours, c'est sur les problèmes de santé. Aujourd'hui, si vous suivez les problèmes qui créent le plus de crispation dans notre pays, c'est les problèmes de santé. Si vous allez dans les hôpitaux, moi, malheureusement, j'ai un parent très proche et ces 3 ou 4 derniers jours, j'ai fréquenté beaucoup les hôpitaux et quand vous voyez les usagers, il y a beaucoup de plaintes. Et quand moi j'ai vu le chef d'État aborder cet aspect, j'ai dit oui, voilà une politique sectorielle sur laquelle les populations attendent beaucoup du gouvernement. Il a eu des choses qui ont été dites, l'hôpital de référence de Calavi, et puis le recrutement d'agents de santé et un certain nombre de choses. Mais je crois qu'au niveau de la santé, il faut que le gouvernement aille un peu plus loin. Au regard de ce que moi, personnellement, j'ai observé ces 2 ou 3 derniers jours, je crois qu'il faut apporter des réformes de digitalisation dans le domaine de la santé. Je donne un exemple précis. Moi, j'ai fréquenté le CADO de Porto-Novo. Quand tu as un malade, tu le déposes peut-être dans une salle et tu fais des courses pour acheter soit des médicaments qu'on te prescrit. Des analyses. Des analyses qu'on te prescrit. Tu fais les navettes dans 4 services, par exemple. Je donne pour ce qui a été de mon cas. Le service, on te prescrit des choses. On te dit, tu vas quelque part pour prendre une petite fiche. Après, tu vas au labo. Après, tu quittes le labo. Tu vas à la caisse. Après la caisse, tu vas à la pharmacie. Et ce processus, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de gens, ça peut te prendre entre 2 heures et 3 heures de temps. Peut-être que tu as la malchance. Et on me l'a dit. Beaucoup de parents ont vu les chiens mourir de cette manière parce que en 2 heures, 3 heures, si c'est un cas critique, la personne peut mourir. Et donc, il faut forcément que les réformes de digitalisation puissent entrer là pour que quand la personne vient avec son truc, ça peut être à un guichet unique que tous ces problèmes se règlent rapidement et que en quelques minutes, il puisse avoir les médicaments dont il a besoin pour faire face. Je crois que c'est des efforts à faire dans le domaine de la santé. Et puis, troisième temps fort, c'est le problème de sécurité. Nous savons tous que depuis environ 1 an, nous avons au nord du pays des problèmes de terrorisme, parfois d'insécurité avec des groupes armés. Et sur ce plan, je crois que le chef d'État a donné son engagement, l'engagement de son gouvernement à lutter réellement contre l'insécurité. Parce qu'en réalité, si vous faites des investissements lourds dans un pays, si vous travaillez pour qu'il y ait les infrastructures pour amener les bailleurs, si vous n'êtes pas en sécurité, personne ne viendrait dans votre pays. Je crois qu'il a compris l'enjeu et qu'il s'y mêle. Mais moi, sur les questions de sécurité, quand j'écoute chaque fois le chef d'État, j'ai l'impression qu'il se cramponne au tout sécuritaire. C'est-à-dire, la sécurité, c'est l'armée, c'est les armes, c'est les militaires et les policiers. Alors que le phénomène du terrorisme, compte tenu de sa complexité, compte tenu du fait que le profil même du terrorisme est difficile à cerner, je crois qu'il faut faire un bon dosage entre le tout militaire et un peu du social, un peu de sociologie, tenu compte de tous les aspects pour pouvoir cerner le problème dans sa globalité. François Xavier, quels sont les grands axes de ce discours selon vous? Je partage ces grands points. Peut-être je vais ajouter peut-être commencer par la fin, c'est le volet politique, parce que on parlait de surprise, mais ça a été une grosse surprise que le chef de l'État, pour la première fois, certains ont vu, moi j'avoue que je n'ai pas capté tout de suite, que c'était une tentative de régler la polémique qui circulait, la polémique liée aux déclarations de l'honorable Agua. Mais c'est la première fois qu'on voit le chef de l'État, disons,
indexer positivement ou bien voilà, associer les deux parties, l'UPR et puis le BR à son action, en tout cas de cette façon. Et je pense que ça fait du bien à ces députés. Et peut-être assumer ce qui est encore plus intéressant, en tout cas à voir, c'est qu'il a assumé, en tout cas, cette huitième législature, le travail de cette huitième législature. On aurait pu penser qu'avec toutes les critiques liées à cette législature, qu'il aurait peut-être fait profil bas, mais il a assumé, il a dit plusieurs fois. Il trouve que cette huitième législature a changé les choses drastiquement. Mais c'était logique que le chef de l'État fasse des fleurs à la huitième législature, regarde de leur engagement. Oui, bon, l'engagement, d'accord, oui, mais bon, vous savez que ce n'est pas forcément l'avis qui est le plus partagé. Et par rapport à ça, on a toujours, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est selon ce qui est collé à cette législature, c'est simplement une caisse de résonance du pouvoir, et ainsi de suite. Ça a été collé à cette législature tout au long, même si, évidemment, quand on prend à la lettre, le travail législatif a été quand même ils ont été assez productifs. Donc, il y a ce volet politique-là qui était important. Sur le volet sécuritaire, c'était important également parce que c'est la première fois que le président de la République dévoile ou bien un responsable au plus haut niveau, c'est le commandant en chef, dévoile des éléments de stratégie. Au-delà de l'enveloppe des 80 milliards qui ont été dépensés, c'est le fait de dire, par exemple, de dévoiler qu'on a construit des postes avancés, le fait de dévoiler qu'on est en train de construire des bases, et ainsi de suite. Parce qu'en langage militaire, ça a un sens. Les gens nous écoutent, les djihadistes ont leur réseau, ça nous écoute. Parce que dans cette situation, il y a deux situations. Soit vous restez campé sur vos bases habituelles et vous essayez de parer au plus pressé, soit vous avancez, en tout cas vous allez, on va dire, donc, comme on le dit chez les militaires, vous allez dans le feu, et donc ça vous permet d'avoir des forces de projection un peu plus rapidement, de faire truc là. Donc ce sont des éléments de stratégie qui sont importants à voir. Je ne sais pas si ça oblitait quelque peu, c'est vrai qu'on aurait aimé entendre ce qui est fait en direction des populations, mais je pense que la variation des salaires était non, dans ces régions-là, des zones de régions-là, je sais par exemple que le projet qui nominalement n'a rien à voir avec le terrorisme, le projet par exemple sur la transhumance, ce que le docteur Sambo dirige, a une très grande importance dans cet apport-là, dans la lutte contre le terrorisme, parce que, vous savez, au Mali, au Burkina, les Peuls, par exemple, sont mis à l'index parce que, au vu de leur migration quotidienne, on a tout fait de leur coller on a vu les massacres qu'il y a eu au Mali, ainsi de suite. Donc, c'est un dossier sensible. Et par exemple, si ce point est réglé pacifiquement, ça permettrait déjà à l'État de gérer quelque peu le flux des populations à nos frontières, d'avoir un peu plus de moyens de collaborer avec eux. Ça, c'est un point important. La santé également, ce qui me frappe, c'est que c'est ce qui est annoncé. Parce que si ce qui est annoncé là est réellement fait, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme structure hospitalière dans notre pays est remis à neuf avec le plateau technique. Là, pour le coup, je pense que ça restera avec peut-être le projet Arche, le gros marqueur de son... pas seulement de son quinquennat, de cette décennie-là passée à la tête de notre État, parce que, comme Marcel a dit, c'est un besoin pressant. C'est un besoin d'abord de prise en charge. Les gens se demandent parfois pourquoi, ça c'est, comme je suis chroniqueur économique, c'est des mécanismes que je connais très bien. Les gens se demandent parfois, à chaque fois qu'on parle du projet H, les gens se disent, bon, on parle de ce truc depuis 5 ans, 6 ans, quand est-ce que ça va venir. Mais c'est un dossier très sensible. Vous savez, je me rappelle que j'avais reçu le chef de l'agence que nomme qui s'occupe de l'implémentation de ce projet H. On l'avait reçu en émission, ça fait 2 ans ou 3 ans. Oui. Et le lendemain, il allait en Côte d'Ivoire. Et il m'expliquait effectivement que pourquoi il allait en Côte d'Ivoire, parce que ça a été implémenté là-bas. Il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Parce que déjà, c'est un équilibre budgétaire très, très complexe. Parce que nous cotisons tous. Nous ne cotisons pas forcément les mêmes sommes eu égard à nos conditions. C'est à cause de ça que l'État a pris le temps de faire des recensements. Le chef de l'État a même dit ceux qui sont pauvres, ceux qui sont très pauvres, ainsi de suite, pour pouvoir paramétrer un peu les cotisations. Après, il y a le volet médicaments. Ce qui a cloué un peu le système en Côte d'Ivoire, c'est que ça a été lancé en grande pompe, ça marchait à un moment et ça s'est crispé simplement parce que quand les gens allaient dans les pharmacies, les médicaments qu'on devait leur rembourser n'existaient pas, alors que les gens payent leurs 1 000 francs, 1 500 par mois, ça a créé une demande. Donc, et donc je comprends
Je comprends, même s'il il faudrait qu'on nous explique un peu plus, je comprends que le système soit déployé au fur et à mesure pour ne pas progressivement pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Mais ce que Marcel a dit est pertinent, mais l'État avait pris ce dossier par le bon bout. Je ne sais pas exactement ce qui se passe parce qu'on avait parlé à un moment du déploiement de la fibre optique un peu partout, de mettre en connexion les hôpitaux, parce qu'il y a autre chose qui tue dans nos hôpitaux, et ça tue régulièrement, et c'est ce qui a fallu peut-être au CNHU cette réputation funeste, même si les médecins s'en défendent, c'est le simple truc, le simple fait de la disparité des carnets de santé. Parce qu'en temps normal, un praticien, vous savez, on a l'habitude de dire quand les gens viennent au CNHU, on ne les prend pas en charge très vite. En temps normal, un praticien ne peut pas vous prendre en charge s'il n'a pas vos antécédents. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux? Le monsieur est dans une clinique, il est à bout de force, on le met dans une ambulance, on le balance au CNHU parce qu'on se dit au CNHU, mais sans aucune information. Donc les cliniciens sont obligés de tout reprendre. C'est souvent ce qu'on dit, ah non, ils nous ont demandé des analyses. Oui, les gens ne comprennent pas, mais c'est normal, puisqu'on ne peut pas vous toucher sans faire les analyses. Mais pendant ce temps, beaucoup meurent simplement parce que le cas est déjà assez grave. Donc il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine pour mettre les populations dans de bonnes conditions. Marcel Zoumelo, on a senti que le chef d'État avait beaucoup à dire, raison pour laquelle le discours était pratiquement fleuve, comme l'a qualifié tout à l'heure François-Xavier. Oui, là, ça m'amène à aller sur un autre pan de mes analyses. Et je crois que si vous avez suivi Nouvelle Tribune d'aujourd'hui, c'est qu'on a dit que c'est un discours politique. Oui. Un discours politique pour la simple raison que, contrairement aux autres discours, celui-ci, d'habitude, les discours sur l'état de la nation, c'est toujours vers les 25 et 31 décembre. Mais celui-ci est venu le 8. À un mois, jour pour jour, des élections législatives. C'est pas un calendrier c'est pas fait au hasard, c'est purement politique. Et quand vous regardez le contenu du discours, tout ce qui est dit, c'est pour charmer les populations. Et le chef d'État est allé plus loin en disant, mais voilà les partis qui nous ont aidés, qui ont mis la pression. Et donc vous notez une campagne précoce. Notre manchette d'aujourd'hui, nous on n'a pas dit, je crois que c'est Martin Libre qui a parlé de campagne précoce, mais nous on a dit que le chef d'État est en campagne pour lui payer le BR. Et donc il a parlé du BR parce que c'est juste une phrase qu'il a dite. Mais cette phrase, si moi je suis à l'UP ou au BR, mais c'est du pain béni pour moi. Oui. Le chef d'État a dit que si on a augmenté vos salaires, c'est nous. Oui. Mais ça me suffit, cette phrase-là me suffit pour battre campagne partout. Je crois que ça aura son écho parce que tout le monde réagit et l'électorat béninois réagit toujours en fonction de ce qu'il a dans sa poche. Si j'ai 40 000 sur mon salaire, on me dit, voilà ceux qui ont fait que pourquoi ils veulent les laisser voter pour les autres qui critiquent ou bien pour faire ça. Et donc, c'est pourquoi nous, vous notez une disparité là déjà à ce niveau? Oui, une disparité qui politiquement s'explique parce qu'il est d'un camp politique et il défend son camp. C'est logique. C'est les autres qui ne sont pas de son camp qui doivent trouver la parade, les éléments pour contredire, pour critiquer. Ce n'est pas à nous, journalistes ou citoyens, de faire ça à leur place. C'est à eux maintenant de prendre la balle au bon et de réagir par rapport à ça et de contredire son discours en prenant d'autres éléments qui existent, qui peuvent être convaincants pour convaincre les populations. Sinon, qui refuse le bonheur? Je reviens dans l'instant. Oui. Non, mais c'est normal. D'abord, le président de la République est un homme politique. À l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Le discours à l'Assemblée nationale est forcément politique. Même si ça prend 2 minutes, 3 minutes, elle est forcément politique parce qu'on fait passer un message. Et là, oui, évidemment, le chef de l'État est dans son droit de profiter de ce strapontin pour disons, donner un coup de pouce à son camp. Oui, évidemment, non seulement ça galvanise les troupes, mais oui, ça leur donne des éléments de langage, le chef de l'État, ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État vient de donner quitus à cela. Et je souhaite bien du courage aux amis de l'opposition pour contrecarrer, parce que ça, c'est... en fait, quand on dit il passe de 100 000 à 180 000, bon, difficilement vous trouverez des arguments pour aller contre. C'est technique. La moindre chose que vous pouvez dire, c'est attaquer l'inflation. Oui, mais bon, d'accord, oui, mais les produits coûtent cher. Donc, au final, bon, l'inflation peut tout bouffer. Mais dans le même temps, on dit, oui, bon, l'inflation peut tout bouffer, mais dans toute la sous-région, bon, nous sommes ceux qui s'en sont le mieux sortis. Et donc, je pense que
je ne dirais pas qu'il a bien fait, je ne suis pas là, je ne suis pas son porte-parole, mais je pense que c'était opportun pour les partis Est-ce que ces partis étaient en difficulté selon vous pour que le chef d'État leur donne un coup de pouce? En difficulté, je ne dirais pas vraiment, mais c'était bienvenu. Pourquoi? Je vais dire, non, pas simplement à cause des démocrates. Je pense que... Mais ils sont pour quelque chose. Non, moi je ne vois pas ça sous cet angle. Je vois ça sous l'angle de tout le quinquennat jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu... Même quand on parlait des apartés qu'ils avaient avec les partis politiques et qui sortaient dans les journées, tout ça, je n'ai jamais vu un mot, ne serait-ce qu'un mot d'amabilité du chef de l'État pour ces deux partis. Même pendant la campagne. Même pendant la campagne, je n'ai jamais vu le chef de l'État dire les caresser dans le sens du poil, ainsi de suite. Jamais. Donc c'est la première fois qu'il le fait. Même si c'est une opportunité politique, c'est la première fois qu'il le fait de cette façon. Donc pour moi, je demande pour ces partis-là, c'est quelque part, et je sais que ça se plaint dans les rangs, ainsi de suite, non, on ne nous reconnaît pas. Et même quand ils viennent sur le plateau, les titis, souvent, parce qu'on se dit, bon, vous êtes toujours abonnés absents, vous avez des membres au gouvernement, vous faites le service minimum, ainsi de suite. Donc je pense que quelque part, ça leur rend justice. Mais dans un second temps, effectivement, ça leur donne du grain à moudre, comme Marcel le dit, et ça leur permet d'aller sur le terrain avec... bon, ils n'avaient pas besoin du chef de l'État pour ça, mais le fait que le chef de l'État le dise, du coup, c'est du pain béni. Quelle est la connotation politique de ce discours du chef de l'État? Oui, c'est dans ça on est, en montrant choses-là, en montrant que le chef d'État est en train de valoriser son camp. Oui, et là, je vais dire, pour compléter ce que François Xavier a dit, c'est que les deux partis qui sont connus comme des partis, les vrais, hein, parce qu'il y a aujourd'hui la majorité plurielle avec 2 ou 3 autres partis qui sont en compétition, c'est que... même s'ils partent avec une longueur d'avance, parce qu'eux, ils ont des députés qui sont présents là, oui. Et peut-être qu'ils ont plus de moyens que les autres, parce que les deux partis ont le financement public, oui. Mais ils n'auront pas la facilité qu'ils ont en 2019. Et c'est ça qui est la nouvelle donnée. Ils vont devoir challenger cette fois-ci. Ils sont 7, ce n'est plus 2 partis où c'est comme match amical, on peut s'arranger, oui. Si ce n'est pas bien, c'est UP. Mais aujourd'hui... tous les 7 partis veulent compétir, et même ceux qui sont de la mouvance, je parle de Mouel Bénin et de UDN, mais ils ne sont pas forcément les amis des deux autres. Et qui doivent se sentir vexés par... Voilà, ils iront compétir et ils vont trouver des arguments pour aller contre ces partis. Et donc, dans un tel contexte de compétition, et le discours du chef d'État vient comme du pain béni pour eux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il a profité de l'occasion pour les rehausser et pour les mettre un peu en avance par rapport aux autres partis. Je crois que c'est à eux maintenant de profiter de ça pour conquérir un peu plus de l'électorat. Parce que on a vu le terrain depuis ces derniers jours-ci avec les premiers déplacements dans les circonscriptions. On sent visiblement qu'ils sont un peu acculés. Ils sont acculés simplement parce que, c'est vrai, le chef d'État a fait beaucoup de réformes qui ont impacté politiquement, mais il y a aussi beaucoup de frustrés. Oui. Et de plus en plus, on entend dire, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Et donc, je crois que en stratégie politique, le chef d'État a vraiment fait un grand coup. Il a mis le paquet. Oui, il a vraiment fait un discours, il a dit un mot sur les élections, vous aviez. Oui. Ce sera une belle fête. Oui, une belle fête. Toutes les sensibilités sont représentées, si je me rappelle des mots dont il a usé, et qu'on devait tous en féliciter. Donc ça a été bref, mais bon, ça a été important quand même que le chef de l'État le dise, et non sans un brin de satisfaction, parce qu'on sent bien que oui, la sauvegarde de la paix, évidemment, mais bon, j'ai œuvré quand même. Il y a quand même, comme ce qu'il disait pour les syndicalistes le mardi, c'est que quand même, il faut reconnaître quand même ce que j'ai fait. Quand il disait, oui, mais bon, pas flattez-moi un peu quand même. Bon, je l'ai fait, donc ne me remerciez pas, mais reconnaissez quand même que quelque chose a été fait. Quelque chose a été fait, ne dites pas. Donc c'est dans cette même veine également, nous devons tous nous en féliciter, nous devons tous nous en réjouir. Donc il était important avant d'évoquer le reste, mais dans le même temps, connaissant, en tout cas en observant le fonctionnement du chef de l'État, ce qu'il vient de donner aux partis politiques de son camp, c'est un cadeau qui n'en est pas forcément un.
parce que le connaisseur va les attendre au tournant. C'est-à-dire que lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il vous a... Je vous ai accompagné, je vous ai accompagné, je vous ai fait de la publicité, je vous ai donné... C'est un gros cadeau. Oui, c'est un gros cadeau. C'est un gros cadeau. Ça va bien l'utiliser. Oui, vous devez bien l'utiliser. Cette histoire de révalorisation salariale en ayant partagé un plateau il y a 2 jours avec les syndicalistes sur cette question. Je pense qu'il faut dire que eux-mêmes, même les plus réfractaires, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que ça aille jusque-là. Même les plus contestataires, les Casamampo et tout ça, dans leurs rêves les plus infinis, ne savaient pas que ça allait jusque-là. Donc, en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est quelque chose de colossal. Et finalement, c'est arrivé sans la grève. Et c'est arrivé sans la grève. Donc, pour revenir au volet politique, je pense que le chef de l'État, je pense que le chef de l'État dira aux partis, aujourd'hui les partis, ce sont comme Marcel a dit, ces partis ont plus que jamais la pression, même avec ce que le chef de l'État... En fait, en réalité, le chef de l'État vient de leur mettre un bon coup de pression. Parce qu'il dira, bon, la revalorisation, c'est un grand coup. Je vous ai rendu responsable de ça. Donc maintenant, bon, on va voir. Faites-en ce que vous voulez. Je vous attends au tournant. Marcel Zoumenou, il y a quand même une grosse inquiétude, parce qu'on parle de revalorisation salariale, on en a parlé toute cette semaine également, dans les journaux et autres. Il y a une question qui subsiste dans les esprits, c'est qu'en est-il pour ceux du secteur privé? Lorsque le chef de l'État a lancé un appel dans son discours au secteur privé, d'aucuns estiment que c'est une formalité et que ça n'aura pas d'effet. Bon, je crois qu'il y a déjà, et moi j'avais déjà abordé cette question, c'est vrai à l'interne dans ma rédaction en disant, parce que déjà même, si vous regardez les propositions qui ont été faites, les AME n'ont pas été logés au même niveau que les autres, que les agents permanents de l'État. Et j'ai cherché à savoir combien ils font les agents permanents de l'État dans la masse nationale de la population active. Ça doit tourner autour de 30-40%. Si ce n'est pas la majorité qui travaille pour l'État. La majorité travaille pour le privé. Et il y a une bonne partie qui sont des travailleurs informels, qui n'attendent peut-être pas un salaire, et qui, eux tous, vont dans le même marché. La cherté de la vie les frappe. Et donc, pour moi, je dis, il faut que le gouvernement puisse, et même si ce ne sont pas des travailleurs qui travaillent pour lui, réfléchir sur la question, trouver un mécanisme peut-être avec les chefs d'entreprise. Si c'est des mécanismes pour faire des facilités fiscales, afin qu'ils puissent augmenter les salaires, même si ce n'est pas au même niveau que l'État l'a fait, au moins il faut que quelque chose soit fait. Puisque mais ailleurs, quand j'en parle, on est mieux payé dans le privé que... Quand j'en parle, oui, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas... Oui, dans la majorité des cas, et c'est souvent les multinationales. Dans la majorité des cas, ceux qui sont dans le privé sont marginalisés. Et si je parle de ça, je parle de nous, notre cas. Mais quand on parle aujourd'hui des autres, on ne parle jamais de nous. Je ne sais pas si toi tu as eu un avancement de salaire. Je ne sais pas si Xavier l'a eu. C'est pas. Nous sommes des travailleurs. Oui, je pense à le voir. Je pense que. Mais quand on parle des autres, profitons pour parler de nous-mêmes. Même si pour la plupart nous sommes des travailleurs du secteur privé, il faut que le chef d'État puisse regarder un peu du côté. Il ne peut pas avoir démocratie, il ne peut pas avoir république, il ne peut pas avoir réforme sans que la presse ne l'accompagne. Et malheureusement, j'ai constaté que le régime de la rupture, au contraire, a marginalisé la presse. L'aide de l'État à la presse privée, qui était toujours octroyée depuis 2006, n'est plus octroyée. On nous a parlé d'un fonds, le FADEM, pour accompagner. Le FADEM n'a jamais existé et l'aide n'a jamais existé. Et donc, moi, je crois que c'est l'occasion pour moi de plaider aussi pour ma paroisse. Je ne peux pas tout le temps parler des autres, puisque moi-même, je dois aller au marché et j'ai besoin de quelque chose pour aller au marché. Si on parle des autres, profitez de l'occasion pour parler aussi du secteur des médias qui aujourd'hui est dans un état de délabrement avancé. Et ça, c'est notre rôle. On ne peut pas tout le temps parler des autres et ne pas parler de nous. Et je viens sur ce plateau pour réitérer, pour mettre un accent sur le fait que le gouvernement doit regarder de ce côté-là. Sinon, ça ne peut pas continuer. Partager le cri. Oui, tout en précisant que vous n'êtes pas logé à la même enseigne que nous. Ah bon? Oui. Il faut que les gens le sachent. Ah d'accord. Vous êtes en sudine là. Il faut
que les gens le sachent. Oui, cette question du privé est importante parce que déjà, le chef de l'État a exclu la hiérarchisation des salaires parce qu'il considère qu'il ne peut pas l'imposer aux entreprises privées parce que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes réalités. Comme Marcel le disait, une bonne partie de ces entreprises privées-là c'est constitué de PME, des TPE et beaucoup qui sont dans l'informel. Donc, c'est parfois des gestions au quotidien. Donc, un seul 1000 francs, un 2000 francs qui bouge peut remettre en cause beaucoup de choses, surtout qu'on sort d'une période de Covid dont on n'a même pas sorti beaucoup, ont perdu. Même si les fonds publics, et je le disais sur un plateau, même si les fonds publics, beaucoup d'entreprises ont bénéficié des fonds publics pour l'accompagnement, pendant l'accompagnement des Covid, donc ils peuvent faire un effort en retour. Mais je pense que les syndicalistes ont joué. L'État a un rôle d'incitation à créer pour que les entreprises ne... Déjà, il a annoncé hier que pour le SMIC, le patronat a acté. Je pense qu'il a annoncé que le patronat a accepté d'appliquer oui, justement, le SMIC. lorsqu'on parle du SMIC, donc Oui. on dit le patronat a accepté, le SMIC est à 52 000 francs CFA. Combien d'entreprises privées respectent ce SMIC-là? Non, Nous déjà, avons il y a, encore des gens qui il y a travaillent à 20 000 francs oui, le c'est mois, un engagement, 25 000 parce francs que le c'est mois. un engagement. Quand vous prenez le patronat, je pense que lors de la rencontre d'avril, quand le patronat, je ne sais plus lequel avait pris la parole, bon, eux, ils disaient, bon, pour leurs entreprises à eux, donc des entreprises, pas forcément les multinationales, d'autres entreprises béninoises qui ne sont pas... En fait, le SMIC, bon, eux, ils passent, même leurs chauffeurs sont au-dessus du SMIC, donc c'est pas trop leur problème. Mais c'est pour la grande masse, c'est les PME, comme vous le dites, certains sont à 40 000, 20 000, ainsi de suite. 20 000, oui. C'est à ça qu'ils doivent s'attaquer. En le disant, en l'adoptant, c'est que le patronat, sur le principe, est d'accord. Maintenant, encore faut-il le faire appliquer. Et le chef de l'État a annoncé les contrôles. Donc, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais si vraiment l'administration publique Il y aura des contrôles. à contrôle, le chef de l'État Dans le secteur privé. Dans le secteur privé, a insisté là-dessus lors de la rencontre avec les syndicats que les contrôles seront sans pitié. Donc, parce que l'État a un rôle de garde-fou à jouer là pour que au moins cette initiative de contrôle de sauvetage pour le travail privé. Voilà, au moins ça peut être respecté. Après, il y a la fiscalité, les actions incitatives pour permettre aux entreprises, en tout cas de faire quelque chose et de se mettre au pas. Mais le plus important, comme ça se fait ailleurs, et moi, c'est toujours l'exemple allemand qui m'intéresse, et les syndicats ont joué un rôle. On peut avoir des accords de branche, c'est-à-dire au sein des entreprises ou bien des groupements d'entreprises qui sont dans le même secteur. Les employeurs et les employés, les syndicats peuvent discuter selon un chronogramme, peut-être en indexant même sur la production, voilà, essayer de voir dans quelle mesure on peut... ça se fait, hein, je pense que c'est l'Allemagne qui a vraiment théorisé ça se fait. Donc, pour permettre, on peut dire, écoutez, bon, vous aurez vos 40 000, vos 50 000, mais ça ne peut pas se faire tout de suite, ça peut se faire à cette échéance. Donc, on discute là-dessus. Quand même, il faut que la production soit à tel niveau pour qu'on puisse vous accorder ça. Je pense que ça permet aux entreprises ça permet aux employés d'être encore plus impliqués dans la marche de l'entreprise, et donc ça peut se régler dans l'entreprise même, donc parce que de toute façon vous prenez deux PME, chacun fait couture, ce n'est même pas la même réalité, donc c'est assez complexe, mais l'État doit veiller à ce que ils ont réussi à arracher l'assurance maladie obligatoire pour que les entreprises cotisent, ça c'est déjà acquis, mais pour le reste, il faut que l'État veille. Est-ce qu'elle tout respecte ça également? Non, on est au début ils ont parlé du 1er janvier 2023 pour que ce soit effectif. Le patronat a donné son accord. Lorsqu'on parle de ces cotisations-là, oui. Est-ce que c'est dans le peu de salaire que l'employeur déjà gagne qui n'est déjà non, ça c'est à la charge de l'employeur. Il y a des employeurs qui le défacent du salaire de leurs employés. Et je pense que si vous avez la preuve qu'il le défacent, vous pouvez porter plainte, vous pouvez le faire savoir, même si en fait. Est-ce que vous pensez que l'employé peut porter plainte lorsqu'il aura la crainte il y a ce rapport de force là. Il y a ce rapport de force qui n'est pas forcément du côté de l'employé dans beaucoup d'entreprises. Donc, d'où le rôle, en tout cas central de l'État, des services de l'État, pour essayer quelque peu de surveiller un peu tout ça et pour pousser les entreprises quand même à aller dans ce sens pour que quand même qu'il y ait une uniformisation sur le territoire, qu'il n'y ait pas de disparité. Le président parlait de justice sociale, c'est le lieu quand même de... Oui, justement, parlant de justice sociale, ceux qui ont eu 66% d'augmentation, ils sont vraiment aux anges. Tout à fait.
Oui, c'est les gains petits, comme on dit, c'est ceux qui sont au bas de l'échelle. Donc, Oui. ne vous accrochez pas au sourcil pour ça. Lesquels? Les chauffeurs administratifs, les garçons de salle, les sages-femmes, Les aides-soignants. les aides-soignants, c'est ceux qui sont au bas de l'échelle. En réalité, et c'est ça, il parlait d'hôpital tout à l'heure. Oui, on voit les professeurs, les médecins. Mais ils ne peuvent pas travailler sans ces gens-là. Ces gens-là font le travail le plus ingrat. Le garçon de salle qui, dans une salle d'accouchement, vient nettoyer, vient sortir les fluides, ainsi de suite. Sans ça, le médecin ne travaille pas. Eux, ils ne travaillent, ils n'économisent pas leurs heures. Parce que ça se fait tout le temps. C'est pas qu'on attend la fin de la journée pour le faire. Un bloc doit être nettoyé tout le temps. Les lieux d'hospitalisation doivent être nettoyés tout le temps. La sage-femme, elles accouchent, mais elles sont, si on s'en tient à ce que le chef de l'État dit, elles sont à 104 000 ou bien 100 et quelques mille. Aujourd'hui, elles peuvent titiller à peu près 200 000, 180 et quelques mille. C'est important. C'est important parce que cette masse-là, sans ça, l'hôpital ne fonctionne pas. L'hôpital ne fonctionne pas. Les infirmiers, sans ça, l'hôpital ne fonctionne pas. Donc, je pense que ça a été, et fort heureusement, les syndicats l'ont accompagné pour que cette distribution ne soit pas une distribution en bloc, qu'on applique le même taux à tout le monde pour essayer quand même à ceux qui sont au bas de l'échelle de le sentir un peu plus. C'est vrai, un cadre supérieur a d'autres problèmes. C'est pas parce que vous gagnez 1 million que vous avez... oui, vous avez aussi les problèmes qui correspondent à 1 million. Donc, vous avez besoin aussi comme les autres. Mais on se considère qu'à ce niveau de salaire, vous avez... Vous êtes à l'abri du minimum. Non, pas à l'abri du besoin, mais quand même, du minimum. Vous n'avez pas à plaindre comme celui qui a 40 000 ou à 60 000 ou à 30 000. Ou à 25 000 même le mois. Il y en a encore qui sont à 25 000 le mois. Alors, lorsque je me retourne vers vous, Marcel Zoumano, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir d'où est-ce que l'État va puiser les ressources pour l'effectivité de cette revalorisation des salaires? C'est une question cruciale. Les impôts. Oui, c'est une question cruciale et ça fait quand même 60 milliards. 60 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et donc, ceux qui créent les impôts ont raison. Puisque déjà dans le budget qui a été voté pour 2023, avec le quitus fiscal qui est on ne nous a pas encore tout dit. Quelles sont les nouvelles réformes fiscales qui ont été faites, qui ont été proposées dans ce budget? Il n'y a pas trop de choses qu'on nous ait dit sur ça. Et on veut bien savoir quelles sont... Peut-être qu'on va proposer le quitus fiscal à tout... Désormais, peut-être qu'on aura... aux journalistes. Non, pas aux journalistes. Non, quand même, les journalistes... Peut-être ceux qui sont à des postes de responsabilité. Tous ceux qui sont nommés les maires, les ministres, les ambassadeurs... Les membres des institutions de la République. Oui, moi, je crois que... Cela nous fera entrer aussi beaucoup de milliards. Oui, je crois que... Je pense que sur ce principe... Oui, je pense que sur ce principe, en réalité, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal parce que un État se finance avec les contributions de ses citoyens. Après, le gouvernement essaie de redistribuer. C'est dans la redistribution. Vous voyez, dans les grands pays, c'est autour de la redistribution qu'il y a bataille. Oui. Ce n'est pas sur les impôts. Les gens se disent, j'ai payé, donc j'ai droit à ça. Si ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, s'est passé en France, il y a des corps sociaux qui seront dans la rue le lendemain matin parce qu'ils ont dit, bon, on paye les mêmes impôts qu'eux. Donc, si l'État leur donne de l'argent, on doit nous en donner aussi. Oui. Donc, l'État essaie d'équilibrer. C'est une discrimination. C'est une discrimination. Alors, le problème chez nous, c'est que on en est encore, l'assiette fiscale, l'État fait beaucoup d'efforts pour élargir l'assiette fiscale. Parce que plus on élargit l'assiette fiscale, plus de citoyens payent et ça ne repose pas sur les grosses entreprises qui, eux, peuvent parler de pression fiscale puisque ça ne repose que sur eux. Les salariés ceux qu'on vient d'augmenter, eux, ils n'arrivent pas à échapper à l'impôt. Puisque l'État prend ça à la source. Donc, eux, ils peuvent parler aussi de pression fiscale. Mais je pense que ce qui a renfloué les caisses, n'oubliez pas que fin 2021, il y a un collectif budgétaire, parce qu'il y a un surplus en tout cas de collecte des fonds publics. C'est vrai qu'en la crise en Ukraine, les dépenses sur le champ sécuritaire ont grévé un peu cet afflux. Mais n'oubliez pas qu'il y a cette trouvaille-là qui a quand même permis à l'État de renflouer ses caisses. Ce sont les factures normalisées. Les factures normalisées ont une incidence énorme sur le budget de l'État. Je pense qu'à fin 2021, c'était un surplus, je pense, de 300 milliards ou quelque chose comme ça. Je pense, si c'est pas bonne mémoire. Ça a renfloué énormément les caisses. Et ça continue parce que plus on amène les gens à se formaliser, plus l'État, et ce n'est pas forcément, oui,
ceux qui ne font pas des factures normalisées, en tout cas, certains commerçants ont eu tendance à répercuter ça sur les prix des produits. Mais si vous regardez bien, même dans les supermarchés, ça commence quelque peu à se normaliser. Parce qu'en temps, l'État a fait baisser certaines taxes au port, au droit d'entrée pour juguler un peu la crise russo-ukrainienne. Donc, si la tendance reste, c'est-à-dire que si plus de Béninois exige les factures normalisées sur plus de personnes, c'est plus d'argent qui rentre dans les caisses. Et connaissant, et puis les syndicalistes l'ont dit, et peut-être c'est ça qui les a gênés un peu dans la manière dont cette revalidation a été gérée. Si le président de la République a fait ces calculs-là, c'est qu'eux-mêmes le disent, c'est qu'il a fait, il est sûr de son coût. Il se dit, bon, le budget peut supporter cela. Donc je ne pense, parce qu'on ne peut pas revenir. Le point indiciaire, vous ne pouvez pas, vous allez mettre le feu au pays, vous n'allez pas revenir sur les 3% que vous avez augmenté. Parce qu'on oublie la revalorisation, on oublie le point d'indice. On oublie le point d'indice et on oublie une grosse nouvelle pour les retraités. Aujourd'hui, la base sur laquelle on calcule les pensions n'est plus la même. Avant, quand vous allez à la retraite, on vous enlevait tout ce que vous aviez comme prime, ainsi de suite. Aujourd'hui, on calcule ça sur le salaire réel. On considère que le salaire avec lequel vous êtes allé, vous êtes admis à la retraite. Admis à la retraite. Aujourd'hui, c'est sur ça qu'on vous calcule, on vous applique le taux et la pension. Alors qu'avant, vous êtes à 300 000. On prend le soin d'abord d'enlever tout ce qui est prime et c'est sur le reste qu'on vous applique le truc là. Ça, par exemple, ça a une forte incidence sur ceux qui vont sur les pensions, et ça, pour les retraités, c'est quand même énorme, c'est un bonus. C'est un bonus énorme. Alors, Marcel Zoumou, nous n'allons pas finir quand même sans aborder un pan qui est quand même assez névralgique dans le discours du chef de l'État, notamment le domaine de l'éducation. Oui. Dans le domaine de l'éducation, je crois que c'est l'une des réussites du gouvernement actuel. Des années scolaires sans grève, c'est une réussite. Le recrutement de plus d'enseignants, c'est une réussite. L'évaluation des enseignants aussi, c'est également des choses que je trouve positives pour permettre d'améliorer un peu le niveau des formations, des curricula qu'on a aujourd'hui. L'autre chose que moi je vois qui est très positive dans les investissements en matière d'éducation, c'est que le chef d'État a misé sur l'enseignement professionnel. De plus en plus, on voit beaucoup de jeunes avec la licence, avec le master, mais ils peuvent être utilisés nulle part, dans aucune structure. Je ne sais pas si vous en avez. C'est inquiétant que des parents dépensent autant d'argent pour former un enfant, bac plus 3, bac plus 5. Et quand tu prends le monsieur, tu vois qu'il ne peut être consommé nulle part. C'est un gros problème. Et je crois que si on arrive très tôt à orienter les jeunes vers des trucs beaucoup plus techniques, vers des trucs beaucoup plus professionnels, ça va régler beaucoup de problèmes dans le pays. Et là, je vois que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Et les pays qui se sont développés, pour la plupart, ont misé sur l'éducation. Tout à fait. Si vous avez un capital humain de qualité, oui. Il est évident que vous puissiez vous développer. Et là-dessus, je crois que les options de gouvernement, pour moi, bon, à la limite, il y a quelques détails à régler, peut-être les problèmes des AME où tout ne se passe pas bien, mais de façon globale, c'est un peu plus positif que ce qu'on avait avant. Surtout le fait d'avoir une année sans grève. C'est vrai que nos amis qui sont dans le privé, ils sont pénalisés, ils sont pas contents. Mais c'est bien d'avoir une année sans grève. Moi, je trouve ça comme un élément positif. Qu'est-ce que vous avez noté, François Xavier? Je note les perspectives, ce qui est annoncé, par exemple, les cantines scolaires. Oui, les cantines scolaires, si on arrive à 100%. C'est surtout dans les zones reculées qui en ont le plus besoin. C'est quand même important. Après, il sera toujours temps, parce que les critiques qu'on entend, c'est la consistance de la gamelle et tout ça. Moi, je considère déjà qu'il faut qu'on en arrive d'abord à 100%. Après, on pourra s'appesantir sur le contenu, parce que dans beaucoup les gens ne s'en rendent pas compte. Nous, on est à Cotonou, on est en ville, mais même en périphérie de Cotonou, il y a beaucoup, le chef de l'État l'a dit, certaines personnes, les enfants peuvent passer la journée sans manger. Aujourd'hui, s'ils peuvent avoir un repas, ça améliore le taux de rétention à l'école déjà. Sinon, après,
c'est la dispersion, c'est le champ, c'est la rue, ainsi de suite. Donc ça, c'est un pilier important. Après, les incitations pour l'école des filles, on parle de subventions directes, on parle de transfert direct d'argent. Bon, je pense que manifestement, le président de la République tient à la promotion aux gens. Donc, si vous mettez bout à bout les lois, ainsi de suite, donc ça se voit qu'il y a une direction claire. Moi, ce qui m'a fait plaisir, parce que je suis scientifique avant tout, c'est les incitations aussi pour que les filles, c'est les filles qui s'inscrivent dans les filières scientifiques. Je crois qu'on parle de 27 000 ou 35 000. Je pense qu'il y a 35 000 pour les unes et 27 000 pour les autres. Donc je pense que c'est quand même important pour améliorer le taux de fréquentation des filles dans ces filières scientifiques. Maintenant aussi, la perspective, c'est la construction de ces lycées techniques, parce que pour le coup, ça peut changer la donne. Mais ça a un corollaire. Le corollaire, c'est les entreprises pour les absorber, ou l'environnement pour que chacun puisse se mettre à son compte. Et on peut supposer que la mastodonte qui est en train d'être mise en branle du côté de Glodjigbe peut absorber beaucoup de une très bonne partie. Alors, non pas clore cette émission sans quand même dire un mot sur la 8e législature. C'est pratiquement un discours qui vient quand même... Le chef de l'État a tout dit. Le chef de l'État qui vient quand même mettre fin sur la 8e législature. On est quand même avant de partir. Marcel Zoumanou, qu'est-ce que vous allez retenir de la 8e législature? Moi, je retiens que c'est une caisse de résonance. Moi, je ne sais pas dire les choses autres que ce que je pense. C'est une caisse de résonance. Elle n'a fonctionné que comme ça. Elle a voté beaucoup de lois. Et c'est vrai. Mais une assemblée a deux grandes fonctions. La fonction législative et la fonction du contrôle de l'action gouvernementale. Aucune commission d'enquête parlementaire, les questions orales, les questions écrites, quand c'était rare, et même quand ça venait, ça peinait. Et donc, on a compris que c'est une assemblée qui est restée dans la posture d'un accompagnement du gouvernement. Et quand vous écoutez le président de l'Assemblée lui-même, les rares fois il l'a écouté, il m'a toujours donné l'impression d'être un ministre du gouvernement. Et donc, moi, je ne suis pas surpris que le chef d'État les ait félicités. Parce qu'ils ont aidé. Moi, je crois que le chef d'État, lui, il a tiré le maximum du profit d'eux. C'était eux qui devraient faire l'effort, surtout au regard de la manière dont ils sont venus, de l'élection qui les a fait, de faire au moins quelque chose pour montrer aux gens que nous ne sommes pas ce qu'on a dit. Mais ils n'ont rien montré. Est-ce que vous avez suivi un débat parlementaire de qualité une fois? Avant, on courait pour aller écouter, excusez-moi, on courait pour aller écouter Radio Hémicycle. Mais aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça sert aujourd'hui. Il n'y a plus de débat, il n'y a rien. Et donc, j'espère que l'Assemblée, la 9e législature, va redorer le blason de cette institution, qui est une institution capitale en démocratie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit les élus du peuple. Les élus du peuple. Oui. François Xavier, sur la même question pour conclure. Bon, j'ai vu quand même un peu de mouvement. Quand même, n'oubliez pas que le président de la commission de défense et de la sécurité était sur le terrain. Sans oublier que quelques jours après, les terroristes ont frappé. A pris des risques et allé sur le terrain, constater de visu la sévérité de la menace. Donc on ne peut pas. Il fallait lui rendre justice quand même, parce que c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais c'est vrai que ce Parlement... C'était quand même osé. C'était osé. Au-delà d'une commission d'enquête, ils étaient allés quand même... Lui-même en personne. Avec les gilets pare-balles, avec les dispositions qui s'y allaient, c'était important. Maintenant, plus sérieusement, je pense que c'est vrai que ça a été une occasion manquée. Je pense. Moi, j'ai toujours cru que le chef de l'État n'a jamais dit, pour les députés de cette législature, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'était pas une camisole de force. C'était pas. Je pense que le chef de l'État n'a jamais interdit à qui que ce soit de s'exprimer librement. Je pense qu'il y a eu un manque de courage. Il y a un manque de courage à un moment donné. Les députés, et le manque de courage a été patent au moment du vote de cette loi controversée sur l'encadrement de l'avortement, pour le coup, parce on percevait très bien qu'il y avait des différences de point de vue. Je pense qu'il aurait été habile, mais au vote, tout le monde s'est aligné. Non, même si au vote tout le monde s'est aligné, il aurait fallu quand même que ce débat-là soit rendu pour qu'on connaisse, qu'on comprenne. Après, il y a ce qu'on appelle la discipline de groupe. Oui, certains peuvent être contre et voter, mais au moins qu'on les entende. On a entendu quelques-uns dans les journaux, donc je pense que ça a été une occasion manquée sur beaucoup de dossiers des députés, et même parfois pour faire le service après-vente.
On leur a beaucoup reproché, même sur les plateaux, on traînait les pieds, on faisait ci, on faisait ça. Il y a quelques-uns qu'on peut sortir du lot, qui allaient tout le temps au charbon, Orden Aladatin, Girac Benochi. Mais quand vous enlevez ces têtes-là, après, bon, il n'y a plus grand monde. Et ça, c'est la plus grande déception. Ils ne maîtrisaient pas grand-chose. Et ça, c'est un problème. Ce sont vos impressions à vous. Oui. Merci à vous, François Xavier Noumon. Je rappelle que vous êtes journaliste chroniqueur. Vous étiez face à Marcel Zoumemou, directeur de publication de La Nouvelle Tribune. Merci à vous, chers amis internautes. Ainsi prend fin Info Hebdo de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec Bertin Kovi, président de l'Alliance Iroko, membre et militant du parti politique Bloc Républicain.